Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à chacun et chacune. Je suis Jocelyne Adrian-Meptoul et je vous remercie d'être au rendez-vous du podcast Femmes engagées, produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties, politiques ou religieuses. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir l'indienne et américaine Ruchira Gupta. Bonjour Ruchira. Bonjour. Ruchira est une journaliste et une militante sur la question du trafic sexuel. Et elle a gagné de nombreux prix pour à la fois ses documentaires et ses livres. Elle a créé une ONG qui se bat pour démanteler les réseaux de trafic sexuel partout dans le monde et sortir les filles et les femmes de la prostitution. Elle travaille aussi pour les Nations Unies, au Népal, en Thaïlande, au Kosovo, en Iran et aux États-Unis. Elle a sauvé environ 20 000 jeunes filles et aidé à l'arrestation de 64 trafiquants, fait voter un nouveau protocole d'aide aux victimes et de traque des prédateurs à l'ONU et témoigné devant le Parlement indien dans le cadre du vote d'un budget pour aider les populations à risque. C'est donc un immense honneur pour nous de recevoir Ruchira. Je la laisse se présenter. Bonjour everyone. My name is Ruchira Bonjour, je Gupta. m'appelle Ruchira Gupta. Je suis une documentariste, activiste et professeure indo-américaine. Et je travaille pour un monde meilleur où aucune fille ou aucune femme ne peut être achetée ou vendue. Alors, lorsque j'étais journaliste, j'ai fait une randonnée dans les collines du Népal et je suis tombée sur plusieurs villages où des jeunes filles avaient disparu. J'étais vraiment perplexe. J'ai donc demandé aux hommes qui étaient assis là à boire du thé ou à jouer aux cartes où étaient les filles. Et ils m'ont répondu « Vous ne le savez pas, à Mumbai ». J'ai donc suivi la piste et en fait j'ai trouvé des petites filles enfermées dans des cages, dans les bordels ou dans ce qu'on appelle en Inde le quartier rouge de Mumbai. Et j'étais choquée parce que je ne savais pas qu'une telle chose existait de mon vivant dans mon pays et j'étais très en colère. J'ai d'abord pleuré, puis j'ai décidé d'agir. Et comme j'étais journaliste, j'ai pensé que je pouvais faire un documentaire. J'ai donc réalisé un documentaire sur la traite des petites filles du Népal vers Mumbai et j'ai gagné un Emmy Award dans la catégorie journalisme d'investigation exceptionnel. Lorsque je me suis retrouvée sur cette scène à New York, sous tous les applaudissements du public et sous les projecteurs, tout ce que je pouvais voir depuis la scène, c'était les yeux des mères qui m'avaient dit qu'elles voulaient sauver leur fille. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'utiliserais mon Emmy Award et mon documentaire, non pas pour faire carrière dans le journalisme, mais pour pouvoir changer les choses. Pas pour faire une carrière de journaliste, mais pour militer en fait. C'est là qu'a été le déclic. Je suis donc descendue de scène et je me suis tournée vers la dame qui m'avait remis le prix. J'avais à peu près une vingtaine d'années, mais j'avais de l'imagination d'une certaine manière. Et donc j'ai demandé à cette dame, est-ce que vous pouvez m'aider à faire plus ? Parce que ce n'est pas suffisant de recevoir ce prix. Elle m'a répondu, que voulez-vous ? Et j'ai répondu, je veux changer les lois. Je veux que ceux qui achètent et ceux qui vendent des filles soient punis et je veux que les lois investissent dans la dernière fille. C'est-à-dire, c'est la personne qui est la plus exposée au risque de traite parce qu'elle est pauvre, parce que c'est une femme et parce qu'en Inde, elle appartient à une caste opprimée. Parce qu'en Amérique, elle est noire ou amérindienne ou parce qu'en Europe, elle est réfugiée ou migrante. Et je veux que cette dernière fille, elle ait plus de choix. L'école, la protection, tout ça. Et donc cette dame m'a aidée, elle m'a mise en contact avec l'administration Clinton, elle m'a mise en contact avec les Nations Unies et j'y ai montré mon documentaire et j'ai témoigné devant les Nations Unies et devant le Sénat américain
pour obtenir des changements dans la loi qui sont maintenant appelés le Protocole des Nations Unies pour mettre fin à la traite des personnes. Et en Amérique, on a la loi fédérale appelée la loi sur la protection des victimes de la traite. Mais j'ai aussi fait autre chose, parce que je devais non seulement aider par la loi, mais aussi fille par fille. Et donc, je suis retournée dans les bordels de Mumbai et je me suis assise avec les 22 femmes qui m'avaient raconté leur histoire et je leur ai demandé « Que voulez-vous » Vous faites une tournée pour la promotion de votre livre Girls Bazaar, qui est un premier roman, mais qui s'inspire évidemment de la réalité que vous avez pu documenter et dont vous avez pu témoigner. J'ai lu donc qu'il y a effectivement une classe sociale ou une caste où la prostitution est le seul horizon des femmes de mère en fille. So, when I asked the women, what do you want? They told me Vous savez, quand j'ai demandé aux femmes ce qu'elles voulaient, elles m'ont répondu qu'elles avaient 4 rêves. Le premier était que leurs enfants puissent aller à l'école. Le deuxième était d'avoir une chambre à elles, comme le disait Virginia Woolf. Elles ne voulaient pas vivre dans les bordels. Le troisième était qu'elles voulaient que ceux qui les achetaient et les vendaient soient punis. Et le quatrième était qu'elles voulaient un travail digne. Et donc, c'est sur la base de ces 4 rêves que nous avons créé une ONG pour les aider à envoyer leurs enfants à l'école et pour que les femmes obtiennent des emplois durables et dignes en dehors de la prostitution. Nous avons donc commencé par mettre en place une salle de classe communautaire afin d'envoyer les enfants des quartiers rouges à l'école. Et puis, au fur et à mesure que nous avancions dans notre travail, nous avons réalisé que ces enfants, en fait, appartenaient à certaines castes particulières. Beaucoup d'entre eux étaient issus de ce qu'on appelle les castes marginalisées ou les castes opprimées. La caste, c'est comme une profession dans laquelle on est. Dans les systèmes indiens, les systèmes sociaux, c'est comme une hiérarchie, homo hierarchicus. Et donc, il y a des castes qui sont très opprimées et marginalisées. Il y a des tribus nomades et des castes qui pratiquent la prostitution et en fait, elle est transmise de mère en fille. Donc, une mère se prostitue et quand ça finit, elle est également vendue à des fins de prostitution quand elle a à peu près 12 ans. Et en fait, elle croit que c'est son destin. Donc, lorsque je devais envoyer les enfants à l'école, très souvent, les familles, les pères, la société, même les policiers me disaient « mais c'est leur sort, c'est le destin de cette caste ». J'ai donc décidé d'aller plus loin et de travailler au sein de ces castes et de ces tribus nomades où la prostitution intergénérationnelle était pratiquée, afin de m'assurer que ces enfants puissent réellement aller à l'école. J'ai donc créé mon ONG qui s'appelle Apnée App et nous avons commencé à travailler dans les bidonvilles et dans les villages de ces groupes tribaux nomades afin d'envoyer les filles à l'école. Girls Bazaar s'inspire donc de ces histoires de ces filles qui sont nées dans des tribus nomades et dans ces castes où elles sont préparées à être vendues à des fins de prostitution. Le personnage principal de Girls Bazaar, c'est une petite fille qui est appelée Hera et qui est expulsée de l'école pour avoir volé un œuf parce qu'elle avait faim. Elle sait désormais que son père va la vendre lorsque le carnaval arrivera en ville à un propriétaire de bordel qui va ensuite la vendre à différents clients. Tout le travail que vous faites, Rochira, c'est justement de montrer que non, ce n'est pas une destinée intangible et qu'on peut changer les choses. Je voulais vous demander aussi, chère Rochira, de nous parler peut-être du contexte géopolitique en Inde. Alors vous vivez vous avez des liens et des racines en Inde et en Amérique, aux États-Unis. Mais pour parler de l'Inde en particulier, quel est le contexte géopolitique aujourd'hui? Est-il facilitant pour lutter pour les droits des femmes et des filles et pour lutter contre le trafic sexuel? Ou est-il au contraire plus difficile? Racontez-nous. So in India, sexism is rampant. Alors, en Inde, le sexisme est omniprésent et les filles se trouvent tout en bas de la hiérarchie. Donc, si vous êtes une fille issue d'une caste marginalisée, vous êtes doublement pénalisée, vous êtes doublement opprimée. Et si vous êtes adolescente, alors vous êtes triplement opprimée, car personne ne tient compte de vos décisions. La plupart des filles avec lesquelles je travaille dans les quartiers rouges sont à la fois pauvres, femmes et adolescentes. Et donc, elles n'ont pas le droit de décider si elles vont à l'école ou non. Elles ne peuvent pas choisir les vêtements qu'elles portent, ni qui elles épousent, ni même quand elles auront un enfant.
Dans ces circonstances, aider une fille à aller à l'école, dans le cadre de mon travail, c'est vraiment difficile, car parfois, la famille pense qu'il vaut mieux marier la fille pour qu'elle soit en sécurité. Elle devient alors une sorte de domestique dans la maison de son mari. Et parfois, les enfants sont également soumis au travail des enfants, ou travaillent dans la rue par exemple, ou comme domestiques. Et donc, à partir de là, les trafiquants viennent les exploiter et viennent les recruter en leur disant « Oh, tu verras, la vie sera meilleure dans le bordel qu'en tant que domestique. » Et donc, ces filles se font piéger et séduire ainsi. En plus de cela, il y a une extrême inégalité et une grande pauvreté en Inde. Nous avons 1 milliard d'habitants, ce qui est énorme, mais les ressources sont moindres. Il y a environ 20 millions de personnes qui vivent très bien, et puis il y a 80 millions d'autres personnes qui vivent très mal. Elles n'ont pas de toit au-dessus de leur tête, elles n'ont pas de vêtements de rechange, seulement une seule tenue, elles n'ont pas assez de nourriture pour toute la famille. Et donc, dans mon livre, je décris parfois cette faim en montrant par exemple que 5 personnes d'une même famille peuvent se partager un seul œuf. Ou encore, je parle de la mère de Hera, la mère de mon personnage principal, qui marche le long des voies ferrées pour ramasser des déchets à faire bouillir, comme des épluchures de pommes de terre. Et comment les trafiquants vont profiter de cette situation. Et donc on a une pauvreté extrême, un sexisme extrême, et puis on a aussi ce système de caste, et donc les trafiquants vont profiter de toutes ces inégalités qui se recoupent pour exploiter ce que j'appelle la dernière fille. Merci beaucoup, Shira, pour ce tableau que vous nous avez parfaitement décrit. J'aimerais qu'on passe à la deuxième partie de cet entretien. J'aimerais que vous nous racontiez un petit peu ce qui, depuis votre enfance, vous a amené à ça. Tout. Alors, vous savez, j'ai grandi dans une famille très influencée par Gandhi, Mahatma Gandhi. Mon père avait d'ailleurs été emprisonné pour avoir milité pour l'indépendance de l'Inde quand il avait 15 ans. Donc, quand j'étais enfant, ma maison était comme un salon où se retrouvaient des poètes, des écrivains, des leaders politiques et tous les artistes qui voulaient créer une nouvelle Inde, qui soit moderne, progressiste et égalitaire. J'entendais donc tout le temps des conversations sur l'égalité autour de moi. Et ils nous apprenaient à nous, les enfants, à repérer les inégalités dans la rue. Ils nous disaient par exemple « Vous voyez cette femme qui nettoie la rue, combien pensez-vous qu'elle gagne? Que peut-elle acheter avec ça ?» Ils nous demandaient toujours à nous les enfants, non pas ce que nous allions faire quand nous serions grands, mais comment nous allions changer les choses. Et donc c'était ces valeurs que j'entendais sans cesse autour de moi. Mon père était un excellent conteur, il nous racontait des histoires avant de nous coucher le soir et j'adorais ça. Ma mère m'a inscrite dans 4 bibliothèques, ce qui m'a permis d'avoir accès à des livres en permanence. Et quand j'étais enfant, j'avais besoin de lunettes, mais personne ne le savait. Je ne voyais donc pas le tableau et j'ai été victime de harcèlement à l'école. Un jour, la professeure s'est rendue compte que j'avais besoin de lunettes et elle l'a dit à ma mère. Et tout à coup, le monde est devenu meilleur, car avant, je regardais dans les livres de mes amis et ils me disaient « Oh, mais tu triches !» Et ils m'embêtaient, mais en réalité, c'était parce que je ne voyais pas bien. Et donc, j'ai compris à quel point il était important de voir et de rendre visible ce qui est invisible. J'ai donc décidé de devenir journaliste afin de pouvoir raconter des histoires et de mettre en lumière ce qui est injuste, ce qui ne va pas. L'une des choses que j'ai réalisées, c'est que tout le monde parlait d'égalité, mais que les femmes étaient quand même moins égales. Même chez moi, où régnait une grande égalité, les femmes faisaient la cuisine et les hommes n'apprenaient pas à cuisiner. J'ai donc pensé que je pouvais écrire sur ces sujets. Et donc je suis d'abord devenue journaliste, puis ce travail de journalisme m'a conduite à militer. Bien, bah écoutez, oui, je voulais vous demander quand même, vous aviez beaucoup de frères et sœurs? Alors oui, j'ai une sœur qui est plus jeune que moi. Elle est chef cuisinière et elle adore cuisiner, alors que moi, je ne sais pas cuisiner du tout. J'ai aussi 2 cousins plus âgés que moi, mais ils ont été élevés avec ma sœur et moi par mes parents. Donc ils sont comme des frères et sœurs pour moi. Vous aimez goûter les bons plats de votre sœur, j'imagine? Oui, ma mère me répétait sans cesse « Apprends à cuisiner » et je lui répondais « Pourquoi devrais-je apprendre alors que mon frère n'apprend pas à cuisiner ?» Donc aujourd'hui, je ne sais toujours pas cuisiner. Je sais faire du café et faire bouillir un œuf. Je peux survivre. Bien, chère Ruchira Gupta, je vous propose de maintenant passer au petit questionnaire. Questions courtes, réponses courtes. Alors, quel est le principal trait de votre caractère? L'obstination.
Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme ou chez une femme? Humor. L'humour, la capacité à faire rire. Oui, c'est une spécificité humaine. Oui, le rire nous libère. Votre principal défaut et votre principale qualité? Ma principale qualité, c'est la ténacité, l'obstination. Je n'abandonne jamais, jamais. Si je crois en quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et ma principale faiblesse, c'est que j'aime la perfection. Je vais donc continuer à essayer encore et encore, même si cela prend trop de temps, jusqu'à ce que ce soit parfait. Ok. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez faire pour changer le monde? Je ferai comprendre à tous les hommes l'importance d'être gentil et doux. Je veux que tous les hommes soient des gentlemen. Quel est le pays où vous désireriez vivre, si ce n'est celui dans lequel vous vivez aujourd'hui? Vous savez, j'aime tous les pays où je me trouve, donc en ce moment, j'aimerais vivre en France. Oh yes. À cause de Simone de Beauvoir, et de Victor Hugo. Hier, je suis allée au musée sur Victor Hugo. La grande tradition humaniste que je vois en France est ce dont nous avons besoin dans le monde. Est-ce que vous avez une couleur préférée? Le bleu. Est-ce que vous avez un animal totem dans lequel vous aimeriez vous réincarner, ou un animal que vous aimez? Alors j'ai un chien qui s'appelle Minnie et que j'adore, mais j'aime aussi beaucoup les lézards et j'aime parler aux lézards. Et je parle aux lézards et vous savez, j'ai donné un surnom à l'un ou deux d'entre eux. Je les appelle Tik-Tiki, qui signifie lézard en bengali. Et ils viennent, vous savez, quand les lumières sont allumées en Inde, surtout pendant la saison de la mousson. Ils entrent dans la maison et ils se rapprochent des lumières. Et vous avez l'impression qu'ils vont tomber du plafond. Et ils vous regardent et je les trouve très intéressants. Ils me rappellent que les dinosaures ont existé dans le monde, car ils sont comme des mini-dinosaures, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez des auteurs et des autrices, des artistes préférés? C'est une question difficile. J'ai beaucoup d'artistes et d'auteurs, d'autrices préférés, mais je suis très influencée par les impressionnistes. Je suis allée à Giverny il y a quelques mois, car j'adore Monet, et je copie certains styles de Matisse, de Monet, de Manet dans mes peintures. Je peins le jardin de ma mère dans son petit village à la frontière du Népal, près de Darjeeling, où on cultive le thé. C'est un endroit très verdoyant. Et j'aime l'idée que, comme à Giverny, on puisse passer toute sa vie à peindre un seul jardin. J'ai un livre de mes peintures que j'ai intitulé Mon jardin et qui ressemble à des œuvres de Matisse, de Manet et de Monet. Et pour mes auteurs préférés, Simone de Beauvoir et Victor Hugo pour la France. Aux États-Unis, je dirais Louisa May Alcott, qui a écrit Les 4 filles du Dr Marsh, parce que je voulais être comme Joe. En Angleterre, c'est Jane Austen, parce que ses héroïnes ont du caractère et sont pleines d'esprit. Et en Inde, c'est une femme appelée Mahasweta Devi, qui a écrit sur les tribus nomades, parmi lesquelles je travaille, et sur la façon dont elles sont exploitées. Elle a été traduite en français. Est-ce que vous avez des héros et des héroïnes dans la vie? Gloria Steinem est une grande héroïne pour moi, même si elle préférait que je l'appelle son amie, car elle n'aime pas la hiérarchie. Elle dit que nous sommes liés et pas classés. Elle incarne parfaitement ce que j'attends des gens, c'est-à-dire être doux, mais aussi fort et courageux, et surtout croire en un monde meilleur. Elle est accro à l'espoir, et je pense que nous avons tous besoin d'être accro à l'espoir dans le monde actuel. Mes autres héroïnes sont Maria Ressa, la journaliste qui se bat actuellement pour la liberté d'expression. J'aime aussi Malala et Nadia Mourad, car elles se battent pour les droits et l'éducation des filles. Parmi les personnes qui ne sont plus en vie, il y a Gandhi qui m'a beaucoup influencée, car il dit que le changement commence à la base, comme un arbre, et transforme le sommet. Et j'y crois sincèrement dans mon propre travail, où je me rends dans les quartiers chauds, les quartiers rouges avec mon ONG, et j'ai créé des classes communautaires, et c'est grâce à ces classes communautaires, fille après fille, que je peux lutter contre le trafic sexuel. Je sais que donc la cuisine, c'est pas la peine de vous demander, mais ça ne vous empêche pas d'avoir un plat favori, peut-être celui que vous concocte votre sœur. Le biryani, c'est un plat à base de riz mélangé à beaucoup d'épices, c'est très épicé. Il y a du piment, du poivre rouge et du zera, une épice très indienne. Puis on y ajoute des petits morceaux de poulet, des oignons, des tomates. J'ai faim rien que d'en parler. Ça donne envie, mais je crois que je serais morte avec toutes ces épices déjà si j'avais goûté. Oui, vous pouvez le mélanger avec du yaourt et le déguster. Est-ce que vous avez un mot favori dans la langue que vous souhaitez?
perplexité. Parce que j'aime l'idée d'ambiguïté et de pas tout savoir. J'aime les mots qui comportent 2 lettres répétées aussi, donc j'aime la perplexité. C'est très lyrique. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous détestez par-dessus tout ? La domination. Je déteste être dominée et je déteste ceux qui dominent les autres. Y a-t-il une personnalité politique qui vous a inspiré ? Alors j'aime bien Jacinda Ardern, l'ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande. Je trouve qu'elle a fait preuve de courage et de dignité et qu'elle a également un bon sens du timing. Elle sait quand intervenir et elle sait quand partir. Ah yes. Je trouve que c'est un exemple comme on n'en trouve pas. Aucun homme n'aurait fait la même chose. Exactement. Est-ce que pour vous, il y a une réforme politique qui a réellement amélioré la société, globalement ? Je pense qu'en Inde, ce qui a commencé avec Gandhi, c'était la décentralisation du pouvoir et son transfert vers les villages grâce à la création de conseils villageois locaux qu'on appelle les panchayats. Aujourd'hui, 50% des membres élus de ces conseils sont des femmes. Et donc ça a considérablement contribué à la démocratisation de l'Inde parce que les villageois prennent désormais des décisions et ils font l'expérience de la démocratie en la pratiquant. Et c'est très important car sinon, on ne peut pas maintenir la démocratie si on ne commence pas par la base. On ne peut pas imposer la démocratie par le haut. Et je pense aussi que le droit de vote qui a été accordé à tout le monde après la Seconde Guerre mondiale, hommes ou femmes, riches ou pauvres, a été un des changements les plus transformateurs qui se soient produits dans le monde. Est-ce que vous avez une devise, un mantra qui vous sert de guide dans la vie ? Fais ce que tu peux, ne pense pas à ce que tu ne peux pas faire. Et enfin, dernière question. Quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose ? Et ensuite, Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? militer pour que les filles accèdent à davantage de postes politiques partout dans le monde. C'est extrêmement important aujourd'hui car on assiste à une montée en puissance de la masculinité toxique qui opprime les filles et les abrutis. Nous sommes littéralement dans une période de réaction violente alors que nous avons accompli tant de choses. Et je pense qu'il est vraiment important de ne pas abandonner. Car quand je regarde l'histoire de l'Afghanistan, par exemple, je m'inquiète. En Afghanistan, les femmes avaient le droit de vote avant même que les femmes ne l'obtiennent en France, aux États-Unis, en Inde. Et regardez ce qui s'est passé. Petit à petit, elles sont désormais entièrement voilées, elles ne peuvent même plus aller à l'école et cela peut arriver partout si nous cédons, si nous baissons les bras. C'est mauvais pour toute la société. Donc je pense que vraiment, la prochaine étape consiste à faire comprendre aux femmes et aux filles qu'il est important de ne pas céder, de ne pas abandonner et de réaliser leur plein potentiel, de ne pas se rabaisser et d'aller de l'avant. Bravo, franchement, je pense que c'est vraiment le sujet. À une période où, au niveau international, on est près d'un conflit mondial, avec des hommes qui nous gouvernent avec violence. Vous parliez de masculinité toxique, mais je crois qu'effectivement, ce sont des hommes violents d'abord qui gouvernent et qui croient que la force l'emporte sur le droit. Il me semble qu'effectivement, nous travaillons sur la même chose, vous voyez. C'est l'idée qu'il faut qu'il y ait plus d'égalité, plus de femmes dans les cercles de pouvoir, parce que peut-être elles vont, et j'en suis convaincue, peut-être elles ramèneront le droit comme la chose la plus importante aussi pour gérer une société et pour le vivre ensemble. Oui, absolument, car vous savez, la démocratie protège la paix et la paix protège la démocratie. Mais on ne peut pas éradiquer la hiérarchie si on la maintient au sein de la famille. Et donc la paix commence vraiment à la maison, car la pratique de la paix à la maison nous permettra d'être à l'aise avec la paix à l'extérieur. Et nous devons commencer à éliminer la hiérarchie au sein de la famille. C'est là que nous réalisons pour la première fois qu'il est normal qu'une classe d'êtres humains commande et qu'une autre obéisse. Ensuite, nous allons voter pour un homme fort comme dirigeant qui prend des décisions qui ne vont même pas nous plaire. Merci beaucoup, chère Ruchira Gupta. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir de discuter avec vous et de recevoir ce petit cadeau du crabe. Thank you, merci beaucoup. À la traduction, Hermine de Moissac. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde
afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes engagées est enregistré soit dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse, soit en micro-nomade. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. Merci à Marie Cholet, Léa Robert, Huguette Klein, Mathieu de la Souchère, Flore Lefebvre, Anita Nicolas Bruder, Sophie Pouget-Larabi, Camille Goasduf, Hermine Demoissac, Okulani Panerio Langer. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.